Bonjour à tous pour ce quatrième épisode de ces films que vous ne verrez jamais et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi pour tourner la vidéo mais au Little Tokyo Social Market. Situé dans la zone commerciale de Vendenheim à 10-15 minutes de Strasbourg, le Little Tokyo Social Market est un magasin entièrement dédié à la pop culture, vous proposant des figurines, des objets de collection, des pop, des peluches et bien sûr des jeux vidéo. Le lien vers leur site sera dans la description. Et ça tombe bien puisque cet épisode sera dédié à la représentation du jeu vidéo dans le cinéma. Alors comme vous le savez, les jeux vidéo et le cinéma ont toujours eu des rapports compliqués, ne serait-ce que par les adaptations de jeux vidéo qui ont longtemps fait grincer les dents des gamers. Et même si ces dernières années ça va un petit peu mieux, surtout que devrait arriver Uncharted, Watch Dogs ou encore le reboot de Resident Evil, on va y revenir sur Resident Evil, vous inquiétez pas, ou que devrait arriver, même si on a encore peu d'infos, Metal Gear Solid, Gears of War ou encore Duke Nukem. Il fut un temps où ces films étaient soit au pire des catastrophes, Super Mario Bros, Alone in the Dark, Street Fighter ou encore Max Payne, voire au mieux passables, Mortal Kombat, Silent Hill ou encore Doom. Tout ce que je viens de citer, vous l'oubliez. Et finalement, on se rend compte que les véritables réussites ne sont pas les adaptations de jeux vidéo stricto sensu, mais les films qui traitent du jeu vidéo dans leur histoire et qui en reprennent les codes. Tron, War Games, Ready Player One ou dans une certaine mesure Matrix et Scott Pilgrim. Bien sûr, comme à mon habitude, j'ai réussi à trouver 3 projets d'adaptation qui, sur le papier, par la licence mise en avant, le projet artistique ainsi que le cinéaste prestigieux derrière la caméra, auraient pu permettre aux jeux vidéo, comme les comics ou les romans, à être enfin pris au sérieux cinématographiquement parlant. Vous êtes prêts? C'est parti pour le 4e épisode de ces films que vous ne verrez jamais, ou presque, spécial jeux vidéo. Numéro 1, Halo par Guillermo del Toro. Guillermo del Toro est sans aucun doute l'un des cinéastes les plus talentueux de ces 30 dernières années. Par son univers et sa passion pour le fantastique, il a su créer des œuvres à l'imaginaire riche par ses créatures monstrueuses, mais également à toucher le spectateur par des histoires d'une grande tendresse, aussi bien sur les humains que sur les monstres qu'il dépeint à l'écran. Malheureusement, c'est également l'un des cinéastes les plus maudits à Hollywood. Il suffit de voir la longue liste de ses projets avortés durant sa carrière. On avait déjà traité du sujet dans le premier épisode sur son adaptation du roman Les Montagnes Hallucinées qui ne verra probablement jamais le jour. Et se revendiquant pur gamer, il était normal que le jeu vidéo le titille un petit peu, dont une licence où du beau monde était associé également. Halo. Créé en 2001 par la société Bungie avant d'être reprise par Microsoft, Halo est devenu très rapidement l'une des références sur FPS. Le succès depuis ne s'est pas démenti par les millions de ventes et le nombre conséquent de jeux qui sont sortis depuis. Donc devant une telle communauté de fans, une idée de transposer le jeu sur grand écran sonnait à un moment ou un autre comme une évidence pour les dirigeants. En 2004, durant la promotion de Halo 2, Peter Parents, alors directeur de Bungie, soumet la volonté d'adapter son jeu pour le cinéma. Il engage pour le script un certain Alex Garland qui vient de se faire connaître pour avoir écrit le scénario de 28 jours plus tard pour Danny Boyle. En parallèle, différentes rencontres avec les grands studios hollywoodiens se font, dont Universal, New Line, DreamWorks ou encore 20th Century Fox, tout en négociant certaines conditions. 75 millions de dollars minimum pour le budget, un contrôle total sur le casting et la direction artistique, ainsi qu'un pourcentage sur les recettes pour une sortie à l'été 2007. Fin 2005, grosse nouvelle qui excite les fans, Peter Jackson est associé au projet comme producteur exécutif. Sa firme Weta Workshop s'occupant des accessoires, des décors ainsi que des effets spéciaux. Sa femme, Fran Walsh, le rejoint dans la production et Guillermo del Toro est pressenti pour le réaliser. Finalement, ce dernier, devant le retard que prenait le projet, refuse de se lancer là-dedans pour mettre en scène la suite de Hellboy. Du coup, Microsoft demande à Peter Jackson lui-même de le mettre en scène, mais il décline l'offre, sachant qu'il prépare à côté la trilogie du Hobbit. Il décide par contre de confier le film à son protégé Neil Blomkamp. Malheureusement en 2006, la Fox et Universal qui étaient associés au projet quittent leur participation, prétextant un possible dépassement de budget avoisinant les 200 millions de dollars. Également, l'échec de Doom et du succès modeste de Silent Hill a également été un facteur au niveau financier. Du coup, les producteurs décident de ne pas continuer l'aventure, préférant se lancer dans des licences à jouer beaucoup plus lucratives commercialement parlant comme Transformers ou G.I. Joe. Fin 2006, un communiqué de presse annonce que l'adaptation de Halo est reportée indéfiniment avant d'être mis début 2008 en suspens pour ne plus revenir sur le devant de la scène, chacun partant de son côté sur d'autres projets. Notamment Neil Blomkamp qui admettra quelques années plus tard que ce qui s'était passé sur la production du film Halo avait servi de prélude pour son premier long métrage, District 9. Bon, finalement vous avez pu voir que Guillermo del Toro n'était pas le seul pressenti pour mettre en scène le film.
Peter Jackson, Neil Blomkamp, voire Stuart Beattie sur un film parallèle. Mais j'ai voulu mettre le réalisateur du Labyrinthe de Pan et de Pacific Rim en avant parce que, s'investissant également sur le scénario, il voulait soumettre une idée vachement alléchante où le Master Chief, le héros du jeu, serait confronté à son double maléfique, se terminant dans un combat dantesque entre les deux personnages. Un pitch éloigné de l'esprit du jeu, mais qui ne manquait pas d'idées visuellement fun sur grand écran. Malheureusement, le projet est clairement mort et enterré avant de revenir sous un autre format prochainement en série télé, plus précisément sur Showtime. Affaire à suivre. Numéro 2, Metroid par John Woo. L'une des références du jeu d'aventure en tire à la première personne par le réalisateur de Hard-Boiled. Il fait chaud ou ça vient de moi? Créé en 1986 par Nintendo avec le premier volet appelé Metroid, le jeu narre les aventures de la chasseuse de primes Samus Aran devant protéger la galaxie des pirates de l'espace, voulant maîtriser des créatures parasites appelées Metroid. Un postulat de space opéra plutôt fun qui au fil des années a su se renouveler en passant parfaitement à la 3D avec Metroid Prime sur GameCube. Et c'est justement grâce au succès de ce jeu qu'un projet de film lié à l'univers de Metroid est lancé en 2003. En effet, après une première tentative avortée en 2003 par la boîte Zad Perry Productions, le cinéaste John Woo et son studio Tiger Hill réussit l'année suivante à en racheter les droits. S'adaptant plutôt bien au système hollywoodien avec Volte-Face et Mission Impossible 2, le cinéaste hongkongais avait une belle carte à jouer en liant sa chorégraphie de l'action avec un univers de science-fiction, genre qu'il n'avait jamais tâté à l'époque. Sachant que les dirigeants de Nintendo étaient pour une fois favorables à cette idée de live action sur Metroid, car étant de gros fans des films de John Woo. Mais alors que la licence avait de nombreuses similitudes avec d'autres franchises de science-fiction, il convenait pour le cinéaste de The Killer de repenser la mythologie du personnage pour proposer de nouvelles idées sur une histoire qui conviendrait aussi bien aux fans qu'aux novices, notamment sur les origines de Samus. Hélas, et c'est là que ça bloque pour Nintendo, car l'entreprise japonaise n'avait pas encore exploré cet aspect-là dans les jeux vidéo, et pour eux, il était normal, donc inconcevable, qu'une entreprise externe, qui plus est basée à Hollywood, donc américaine, se charge en tout cas d'explorer cette vision du personnage. Un manque de contrôle créatif, surtout que l'adaptation minable de Super Mario Bros en 1993 était encore dans les mémoires et ils voulaient pas subir ça une deuxième fois. Finalement, les discussions coupent court et la production est arrêtée en 2007 après que les droits aient expiré pour John Woo, clôturant le projet. Mais pas complètement, puisque ces dernières années, une possible adaptation du jeu vidéo sur grand écran serait enfin dans les tuyaux. Par le réalisateur Jordan Vogt-Roberts, à qui l'on doit Kong Skull Island, et dans le rôle principal Brie Larson, alias Captain Marvel. Bref, affaire à suivre. Numéro 3, Resident Evil par George Romero. On termine avec un projet qui a longtemps fait fantasmer les geeks au début des années 2000 et qui personnellement justifie à lui tout seul la création de cette vidéo, l'adaptation de la célèbre licence horrifique Resident Evil par George Romero. Avant que Mila Jovovich ne fasse du kung fu avec des zombies, avant les films d'animation, voire avant le reboot qui devrait sortir fin d'année si tout se passe bien, revenons sur la première version cinématographique du célèbre jeu Capcom qui malheureusement n'a jamais vu le jour. En 1996, Resident Evil, premier du nom, sort sur PlayStation et marque dès ses débuts les gamers par son ambiance glauque, son gameplay, son utilisation du gore et bien sûr ses références aux films de zombies. Forcément, avec un tel concept, l'idée d'une adaptation sur grand écran a commencé à émerger assez vite, redonnant possiblement un intérêt aux fans du genre qui étaient clairement en perte de vitesse durant les années 90. En 1997, la société allemande Constantin Film achète les droits pour un projet intitulé Resident Evil The Movie. Il engage Alan McElroy, scénariste de Halloween 4 et qui venait de s'occuper de l'adaptation du comic book Spawn. L'histoire était à peu près un copier-coller du 1 avec un commando composé de Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Brad Vickers et Albert Wesker qui, après s'être fait attaquer par des chiens mutants, se réfugiaient dans un manoir. Le début du cauchemar en affrontant des araignées géantes, des guêpes géantes et bien sûr des zombies. Bref, dans les faits, pas une grosse prise de risque au niveau scénario, mais l'idée assez obsolète est rejetée. Alan McElroy est également éjecté du projet. Survient alors la théorie parfaite pour cette adaptation, George Romero. En 1998, Resident Evil 2 débarque et cartonne encore plus que le premier. Succès accentué que pour le Japon, Capcom avait engagé le cinéaste, comme par hasard, pour réaliser la publicité et a encore accentué le marketing autour du jeu vidéo. La voici.
Un choix somme toute logique pour Shinji Mikami qui a grandement été influencé par le cinéma de George Romero pour la création de Resident Evil. Cependant, le réalisateur de Pittsburgh a beau être le pape du zombie, grâce à La Nuit des Morts Vivants, Dawn of the Dead ou encore Le Jour des Morts Vivants, il n'est pas gamer car certes sur le papier le projet est excitant, mais en termes d'adaptation, il faut quand même s'y connaître un minimum sur le matériau d'origine. Du coup, il va faire jouer le jeu à ses assistants pour en comprendre le gameplay et les enjeux, pour en saisir ainsi l'essence et garder l'esprit qui a fait la renommée de la licence. Avec les bases posées, il commence à écrire un premier scénario en seulement quelques semaines, reprenant des éléments du premier mais également du deuxième. Cependant, il opère aussi quelques changements dans sa vision. Après un prologue montrant le chaos dans les laboratoires d'Umbrella, on nous présente Jill et Chris qui seraient en couple et vivant déjà à Raccoon City. Chris ignorerait par contre que Jill est un agent de l'unité d'élite Stars. Des attaques mystérieuses commenceraient à se détecter dans les environs de la ville. Cette dernière serait envoyée par Albert Wesker au manoir Spencer pour en savoir plus. Malheureusement, son groupe est tué par des monstres. Elle réussit à survivre de justesse. Par contre, en parallèle, la ville se fait évacuer. En pleine apocalypse, Chris décide d'aller au manoir pour retrouver Jill tout en faisant face à des hordes de zombies et autres créatures sanguinaires. L'histoire se conclurait avec la ville de Raccoon City en ruine et envahie de monstres à tous les coins de rue. Malgré qu'il se démarque sur certains détails, tout le monde est plutôt optimiste sur la qualité de l'histoire, sachant qu'à ce moment-là, on est en 1999 et Resident Evil 3 Nemesis s'apprête à sortir. Hélas, du jour au lendemain, tout fond en l'air. Pourquoi? La volonté de George Romero de ne pas se plier aux exigences des studios pour en faire un film trop commercial. En effet, la version du cinéaste était bien trop gore et violente pour que le projet soit validé, à croire qu'ils n'ont jamais vu un de ces films, mais bon. Certes, les problématiques commerciales étaient présentes, sans aucun doute l'adaptation aurait été classée R, donc moins de rentrée d'argent. Niveau exploitation, moins de salles pour le diffuser, et aussi, vu la classification, moins de personnes pour le voir. Le cinéaste essaie de réécrire plusieurs fois le script, mais l'envie n'est plus là, et il quitte l'aventure assez déçu et amer de l'expérience, car il s'était vraiment investi pour créer quelque chose d'unique, ce qui aurait peut-être permis, du moins pour les studios hollywoodiens, de vraiment prendre les adaptations de jeux vidéo au sérieux avec de vrais auteurs derrière. Quel dommage, parce qu'on va pas se le cacher, vu les moyens mis à sa disposition, George Romero aurait pu nous pondre le film de zombies ultime, une date dans l'histoire du cinéma d'horreur. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails, le scénario est disponible assez rapidement. Vous tapez George Romero Resident Evil, vous l'aurez directement. Bien sûr, on ne s'arrête pas là. Paul W.S. Anderson, qui s'était déjà fait connaître dans l'univers du jeu vidéo avec son adaptation de Mortal Kombat, en soumet une version beaucoup plus libre que la version de Romero et qui, contre toute attente, est validé par Capcom. Le film sort en 2002, le reste appartient à l'histoire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 3 projets. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel jeu vidéo vous voudrez voir sur grand écran. Ça m'intéresse. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour la soutenir. Je remercie encore une fois le Little Tokyo Social Market d'avoir accepté que je puisse tourner cette vidéo ici. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.